Oui, merci Madame la Présidente. Bien, je vais rapidement dire quelques mots sur le dossier parce qu'il y aurait moyen d'en parler longuement. Voilà. Je pense que tout le monde s'accorde à constater qu'on manipule ici des enjeux absolument considérables. Tout le monde fait aussi le constat que le document du SDT est peu accessible. En termes démocratiques, ça pose question qu'un document censé incarner la stratégie, la vision de la Wallonie, la vision régionale pour le territoire, pour voilà, une ou deux décennies, soit aussi peu accessible au public. Je trouve que c'est quelque chose de problématique et les délais, comme on l'a dit, sont tout à fait hallucinants. Voilà, de mon point de vue, un conseil spécial serait justifié. D'autant plus qu'il ne me semble pas y avoir de grandes divergences au sein de notre conseil par rapport à l'analyse qui est faite. La réunion tout à l'heure était tout à fait intéressante et constructive à cet égard. Par contre, il y a un réel potentiel d'approfondissement. Voilà, on a fait ce qu'on a pu dans le temps qu'on avait et je salue le travail qui a été fait, mais je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Et donc, pour ma part, je redis que je serais favorable à ce qu'on convoque sur un dossier aussi important que celui-là, un conseil spécial début juillet, puisque nous en avons encore le temps, et même si certains seront en vacances, sans doute pas ceux qui ont des enfants soumis à l'obligation scolaire, je pense que ça devrait être possible de réunir le quorum début juillet pour avoir un vote là-dessus et pouvoir encore approfondir pendant une dizaine de jours le dossier. Quoi qu'il en soit, une appréciation d'ensemble peut-être d'abord. Il y a des mots qu'on ne doit pas dire trop souvent en politique. Voilà, par exemple, il ne faut pas dire trop souvent ubuesque, parce que, voilà, mais il ne faut pas dire trop souvent non plus picrocolin. Mais ici, je vais le dire, en fait, parce que picrocolin, c'est vraiment ça. On a, en termes de définition des pôles, on est face à une espèce de petite guerre de chapelle totalement ridicule, qui, à mon avis, ne dégage pas une vision et une lecture territoriale cohérente. Et on voit voilà, l'influence des uns et des autres, et on cherche, on s'abrite derrière des propos soi-disant scientifiques pour en fait se pousser du col un peu plus ici, un peu plus là-bas. Voilà, moi je ne peux pas m'empêcher de constater que Verviers est une fois de plus le parent pauvre du processus, c'est pas nouveau. Voilà, Verviers n'a pas la même représentation politique que d'autres villes, mais Verviers, le pôle verviétois, c'est équivalent à Mons, hein, il faut parfois le rappeler, en termes de population. Et donc, voilà, je pense que Verviers, comme Liège, a raté sa fusion des communes et nous le payons ici très lourdement. Sur le texte lui-même, donc je remercie les différentes personnes qui ont contribué, notamment les membres des services qui ont, je pense, beaucoup travaillé pour réussir à produire cette note dans un délai très court, comme on l'a dit. J'ai plusieurs points à souligner qui me semblent importants. D'abord, cette idée de remplacer le sillon Sambre-et-Meuse par le sillon Sambre-Meuse-Vesdre, je pense que nous gagnerions à intégrer cette idée dans notre vocabulaire à l'avenir, car Verviers et d'ailleurs Eupen aussi sont importantes, et s'il s'agit de développer un axe de développement, je trouve que oublier l'est de la province de Liège serait une double faute en ce qui nous concerne, une faute morale mais aussi une faute tactique. Deuxième point que je ne peux évidemment pas ne pas souligner, c'est que le Conseil communal s'apprête ce soir à voter pour la première fois un texte qui, de façon tout à fait claire et sans embâge, réclame la construction de la deuxième ligne du tram liégeois entre Anse et Chênay. Voilà, j'y vois l'aboutissement d'un long travail de conviction et je me réjouis de voir que les idées progressent. Je rappelle évidemment à cet égard que si on veut cette deuxième ligne de tram, il va s'agir d'intervenir dans le cadre du dossier Bussuet, parce que si on construit ce Bussuet tel qu'il se dessine aujourd'hui, on n'aura pas de tram avant très longtemps, tant il est vrai que la tramification du Bussuet est un mythe. J'aurai certainement l'occasion de revenir sur ce sujet. Troisième aspect qui me tient à cœur, dans l'avis que nous allons adopter, il concerne la centralité ferroviaire de Liège. Et cette centralité qui est une réalité, ne serait-ce que par le passage d'un axe à grande vitesse par Liège, mais c'est une réalité qui pourrait connaître un développement beaucoup plus important. Je pense que nous gagnerions à souligner et à œuvrer dans ce sens. Je souligne ici plusieurs aspects. Donc on a perdu 3 liaisons critiques
c'est la liaison directe avec Lille, la liaison directe avec Anvers et la liaison directe non TGV avec Aachen. C'est quand même des choses importantes. Je pense qu'à contrario de ça, nous avons la possibilité, il y a des réelles perspectives de reconnecter Liège sur le plan international. Je pense en particulier au renforcement qui semble quand même une chose vers laquelle on se dirige de l'axe vers le Luxembourg. Il y a pas mal de trains qui partent vers le sud, qui arrivent au Luxembourg et qui pourraient remonter vers Liège. Je pense notamment au TGV Luxembourg-Marseille. Voilà, personnellement, ce serait un aboutissement total dans ma vie que d'avoir une liaison directe entre Liège et Marseille, mais ce n'est que, voilà, ce n'est que mon point de vue personnel. La question de la liaison avec Amsterdam, qui serait également très facile à obtenir, puisqu'on a un train IC hollandais qui s'arrête à Maastricht et qu'il s'agirait uniquement de prolonger, mais les trains de nuit offrent également des perspectives, de même que les perspectives de liaison avec Londres, qui restent quand même dans les cartons de la Deutsche Bahn. Bref, ce point me semble important pour Liège. Je pense que c'est vraiment un atout sur lequel on peut miser, et je pense qu'on peut aussi démontrer que ce serait un atout pour la Wallonie dans son entier. Le fait pour la Wallonie d'avoir une grande ville reliée à l'ensemble des capitales d'Europe occidentale, Berlin, Amsterdam, Paris, Londres et donc Marseille, comme je le disais, ce serait quelque chose d'important. Bref, quand même peut-être des remarques un peu plus prudentes ou un peu plus voilà, attentives, disons. En ce qui concerne le stop béton, je peux évidemment que me féliciter de voir que le débat avance dans ce sens. Le stop béton est une nécessité vitale. Nous devons arrêter d'urbaniser en particulier des terres agricoles si nous voulons simplement garantir l'autosuffisance alimentaire des prochaines générations. Cependant, le stop béton sans une politique beaucoup plus forte du logement, et notamment du logement public, annonce des lendemains difficiles en termes d'accès au logement. Et il y a de plus en plus de chercheurs qui s'alarment sur ce sujet. Le stop béton, c'est-à-dire une difficulté de plus en plus forte à trouver des terres constructibles. On parle de stop artificialisation nette, c'est-à-dire qu'on démolira des vieux hangars pour pouvoir construire des lotissements et ce genre de choses. Mais cette difficulté va vraiment créer, à mon avis, une situation à deux vitesses entre ceux qui possèdent déjà du foncier et ceux qui n'en possèdent pas. Ce qui, à mon avis, doit amener la puissance publique à revoir assez fondamentalement sa politique de logement, y compris jusqu'à la définition même de ce qu'est un logement et de comment on le considère et de son statut. Je pense que le stop béton implique d'aller vers une plus grande socialisation du logement. Et sans cela, le stop béton sera une politique antisociale. En ce qui concerne la compensation pour les propriétaires face au plan de secteur, ce qui est le corollaire du point précédent, plan de secteur qui a donc été adopté dans les années 80 pour planifier le développement territorial wallon, qu'il a été d'une façon complètement inconsidérée puisqu'on a prévu une Wallonie qui pouvait probablement abriter 20 ou 30 millions d'habitants si toutes les zones rouges avaient été bâties. Ce plan de secteur en fait a créé complètement artificiellement de la valeur. On a, en édictant que des terres agricoles étaient désormais des terres rouges ou hachurées rouges, habitat à caractère rural, créé dans le bilan notamment d'un certain nombre d'entreprises une valeur qui est tout à fait artificielle, qui n'existait pas, qui ne préexistait pas. Je trouve que dans ce contexte, il est quand même très délicat, et je m'étonne particulièrement d'entendre le PTB réclamer ça en termes de justice fiscale, très délicat de dire que la collectivité va devoir derrière ça indemniser des gens à qui on a en fait fait un cadeau virtuel. D'autant plus qu'un certain nombre de ces terres rouges ne sont en fait pas du tout urbanisables de fait, pour de nombreuses raisons. Faute de voirie d'accès, faute pour des raisons environnementales, pour des raisons... le droit wallon n'est quand même pas complètement univoque dans l'idée que la zone rouge équivaut directement à un droit à bâtir. Et c'est de moins en moins le cas, parce qu'il faut remplir un nombre de conditions de plus en plus grand pour avoir le droit de bâtir. Dès lors, pour ma part, Oui, tout à fait. Et par conséquent, je pense qu'il est vraiment important sur ce point que nous évitions l'idée selon laquelle c'est la collectivité qui devrait indemniser les propriétaires de zones rouges, qui sont pour la plupart en zone périurbaine d'ailleurs, ce qui reviendrait une fois de plus, sur le plan macro, à faire un transfert fiscal des urbains vers les périurbains,
et des locataires vers les propriétaires fonciers. Donc, si mécanisme de compensation il doit y avoir, ça doit être un mécanisme de compensation intra-propriétaire, où ceux qui ont encore la chance de pouvoir bâtir sur certaines zones rouges dans les centralités doivent peut-être mettre la main au pot pour dédommager les autres. Bref, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce texte, et c'est intéressant, mais il y a aussi beaucoup de choses qui n'y sont pas. Et je pense notamment que sur les aspects environnementaux, les aspects climatiques, on est encore très très loin de ce qu'on pourrait souhaiter en termes simplement de sérieux dans la prise en compte et la prise en considération de ce qui arrive. Je vois notamment aujourd'hui des documents d'urbanisme français qui commencent à se multiplier sur la question de la préparation au changement climatique. Voilà, Paris à plus 4 degrés. Il y a eu un rapport du Conseil de Paris que je vous suggère de lire, notamment à cet égard, sur Paris à plus 4 degrés. C'est extrêmement intéressant. On est encore très très loin de ce niveau de réflexion ici dans ce que la Wallonie produit. Je ne vais pas revenir là-dessus maintenant, mais j'aimerais quand même qu'on entende que ce document que M. Borsu cherche à faire advenir de façon un peu à la hussarde, comme on dit, avant la fin de la législature, me semble encore bien faible et bien insuffisant face aux défis des décennies qui viennent. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie.